La Bretagne est située à l'extrémité ouest de l'Europe. C'est une région de légende, aux influences celtes et aux sites mystérieux qui invitent au rêve. Entre les îles, les criques et les étendues de sable fin, le dépaysement est total. Cette contrée préservée s'épanouit entre mer et ciel. Elle compte de nombreux châteaux, abbayes, citadelles ou maisons à colombage. Artistes, tailleurs, brodeurs puisent ici leur inspiration, qui va bien au-delà des coiffes et du biniou. Le climat océanique, relativement doux, modifie la météo plusieurs fois dans la même journée. Mais la Bretagne, c'est aussi le pays de la voile. On vient de tous horizons s'affronter dans ces eaux aux courants redoutables, parsemés de récifs. Tout le long du littoral breton s'étend le chemin des douaniers. C'est l'un des plus beaux chemins de randonnée français. On y découvre une surprenante variété de paysages et un patrimoine à couper le souffle. Le sentier sillonne la nature, entre l'ocre des rochers, l'argenté du ciel et le bleu de l'océan. Cette côte bretonne nous invite à découvrir un héritage culturel et architectural aussi remarquable que son milieu naturel. La Bretagne se compose de 4 départements. Et son littoral s'étend sur 1100 km, de la baie du Mont-Saint-Michel à l'estuaire de la Vilaine. « 2000 ans avant les pyramides d'Égypte, des hommes ont commencé à élever des pierres. À Carnac, dans le Morbihan, ce sont plus de 3000 menhirs qui s'alignent sur 4 km. Bien qu'il y ait peu de certitude sur la signification de ces alignements, leur rôle cultuel semble aujourd'hui admis. Ces charpentes de pierre étaient autrefois recouvertes de terre formant des chambres sépulcrales. Au fil des âges, certains sites mégalithiques ont continué d'être des lieux de culte, d'abord pour les druides et ensuite pour les chrétiens. Les vestiges du château médiéval du Guildo surplombent la rivière de l'Arguenon au fond de l'estuaire. Longtemps laissé à l'abandon, il est aujourd'hui protégé et a fait l'objet de fouilles archéologiques. Mieux conservé, le château de Sussigno. C'était la résidence préférée des ducs de Bretagne qui venaient chasser dans les forêts environnantes. Planté sur un éperon rocheux qui a connu toutes les tempêtes, Fort-la-Latte brave les hommes et les éléments depuis le XIIIe siècle. Il est l'un des rares châteaux forts à avoir gardé l'essentiel de son architecture d'origine. Plus qu'une ville, Saint-Malo est un emblème, celui de l'aventure et du voyage. Les murs de la cité corsaire évoquent les rêves de gloire passée. Rarement un territoire aussi restreint n'aura engendré autant d'hommes au destin exceptionnel. Surcouf, Maupertuis, Châteaubriand. Et c'est au pied de la tour Solidor que Jacques Cartier s'embarqua pour son premier voyage vers ce qu'il croyait être les Indes. Au XVIIe siècle, Vauban entreprend la construction d'une série d'ouvrages de défense pour protéger la rade de Brest. Parmi ceux-ci, le fort de Berthaume, bâti sur une île, ou le fort du Délec. Ce fort ingénieux est celui du Mingan. Il comprend une batterie haute où se trouvait une tour d'artillerie aujourd'hui détruite.
Sur la côte sud, Port-Louis et sa citadelle prirent ce nom lorsque Louis XIII fit du bourg de Blavet une ville royale. Devenue le siège de la Compagnie des Indes orientales sous Colbert, la ville déclina vite au profit de Lorient, situé juste en face. Depuis le IIIe siècle, la structure du château de Brest n'a cessé d'être remaniée. La ville occupe une situation stratégique, près de la route maritime la plus fréquentée du monde. Ce port est le plus grand de Bretagne et le premier port militaire de l'Atlantique. En 1801, Napoléon réorganise le corps de la douane, qui devient une administration de l'État. Elle développe alors un rôle considérable. Ici, plusieurs brigades de douaniers sont affectées à la surveillance. Trois fois par jour et par tous les temps, le douanier devait parcourir sa portion de littoral. La nuit, il disposait d'abris dont certains remontent au XVIIe siècle. Le Mont Saint-Michel exerce toujours son pouvoir de fascination. Bien avant qu'il ne soit inscrit au patrimoine de l'humanité, Bretons et Normands se disputaient sur la propriété du lieu. Il est situé à l'embouchure de la rivière Couesnon, séparant la Bretagne de la Normandie. Les Normands ont finalement eu gain de cause. La Bretagne commence juste après le Mont. L'île de Bréhat est un archipel constitué d'une île principale et de 86 îlots et de récifs. 470 personnes vivent à l'année dans ce petit paradis. À la belle saison, ce chiffre explose. Sur le continent, ces ruelles et ces maisons à pans de bois font le charme de Tréguier. Ernest Renan y est né. Il fut l'un des chantres de la laïcité moderne, fait assez étonnant pour un Breton du XIXe siècle. Rien ne destinait Pont-Aven à sa renommée internationale. Connue jusque-là pour ses nombreux moulins, cette petite bourgade a vu affluer au milieu du XIXe siècle des peintres de toute l'Europe et des États-Unis. La beauté du site et l'accueil des aubergistes ont fait de ce lieu un endroit très prisé des peintres comme Gauguin. La capitale de la culture celtique, Lorient. Chaque année, le festival interceltique rassemble des groupes de musiciens et de danseurs venus de tous les pays de tradition celte. Pendant 10 jours, la ville devient un spectacle permanent. La culture bretonne s'exprime alors sous toutes ses formes. Jeux et sports traditionnels sont également remis à l'honneur. La grande parade des nations celtes permet de découvrir la diversité des costumes et des instruments irlandais, britanniques ou ibériques. Tous les ans, le public est fidèle au rendez-vous avec un défilé qui s'étend sur 3 km. La force du spectacle réside dans la variété des groupes qui le composent. Une quarantaine de formations musicales représentant l'élite des musiques celtiques.
En soirée, dans le stade du Moustoir, se déroule une grande fête populaire. 3000 musiciens, sonneurs, danseurs et chanteurs venus d'Acadie, d'Écosse, d'Irlande, du Pays de Galles, de la Cornouaille, des Asturies, de la Galice et bien sûr de Bretagne. Toutes nations mêlées, ils célèbrent la fraternité des cultures celtes. Autre festival traditionnel important, celui des champs marins de Paimpol. Un des premiers ports à se lancer dans la grande pêche. De ces quais partaient des dizaines de goélettes armées pour traquer les bandes morues en Islande. C'est en partie pour commémorer l'esprit de cette épopée maritime qu'une association organise tous les ans la fête du sang marin. Pendant 3 jours, la ville change de visage. Elle accueille alors dans ses bassins portuaires des vieux gréements venus de toute l'Europe. Le chant marin reste le fondement de la fête, avec comme fil conducteur le voyage et la convivialité. À Ploubaz-la-Nec, le mur des disparus commémore le tribut payé par les marins à la grande pêche. De 1852 à 1930, 120 goélettes et 2000 marins furent engloutis par la mer d'Islande. À proximité se dresse une simple colonne de pierre. C'est de là que les femmes des marins guettaient le retour des bateaux. Lorsque la voile attendue n'apparaissait pas à l'horizon, certaines savaient qu'elles allaient prendre le deuil. Dressée face à la pointe du Raz, Notre-Dame des Naufragés. Cette sculpture en marbre de Carrare résiste aux tempêtes depuis 1904. Ici, les courants marins sont violents. La navigation est réputée dangereuse depuis l'Antiquité. Cette pointe marque l'extrémité occidentale de la France. Plus d'un tiers des 148 phares français sont en Bretagne. 7 d'entre eux sont classés monuments historiques. La découverte de ces impressionnants édifices est incontournable. Dans le Finistère, le phare d'Eckmühl sécurise l'une des côtes les plus dangereuses de Bretagne, en raison de ses nombreux récifs. Pour atteindre la salle d'honneur du Campanile, il faut grimper 298 marches. Fleuron de la marine française, l'Abeille Bourbon. Un remorqueur d'intervention, d'assistance et de sauvetage qui sert aussi à guider les bateaux. Le vent fait des côtes bretonnes un paradis pour les navigateurs. Tous les 2 ans, a lieu le festival maritime Temps-Fête. Le point d'orgue de ces festivités est la parade de centaines de voiliers, yoles et vieux gréements.
Ce petit bateau à rame et à voile s'appelle la yole de Bantry, un sport local bien connu. L'équipage, composé de 10 rameurs, obéit à un maître à bord qui tient la barre à l'arrière. Chaque embarcation se rend à la rame au départ de la régate. Tous s'apprêtent à affronter des eaux turbulentes et ne s'arrêtent qu'exceptionnellement. Nul besoin d'être un athlète ou sportif de haut niveau pour être équipier. Tout le monde peut embarquer. Il suffit d'être réactif et d'accepter la manœuvre en équipe. Dans le golfe du Morbihan, une autre fête maritime réunit tout type de voiliers traditionnels venus des 4 coins du monde. Le public a le loisir d'approcher et même d'embarquer à bord des bateaux les plus prestigieux. La récolte du goémon est une tradition ancestrale. Premier attribut de la fête, les sabots garnis de paille. L'utilisation du goémon était uniquement destinée à l'agriculture, pour amender les terres et alimenter le bétail. La récolte des algues accrochées aux rochers se faisait à marée basse, à l'aide d'une faucille. Elles étaient ensuite chargées sur la charrette pour être séchées au soleil, puis brûlées dans des fours à goémon. Une autre technique de récolte était utilisée au moment des grandes marées. Les hommes disposaient de 6 heures pour édifier un énorme tas de goémons qu'on appelle la drôme. Certaines drômes pouvaient mesurer 3 mètres de hauteur. Le tout étant solidifié par un réseau de cordes. Le travail terminé, les goémoniers regagnaient la côte avant la marée montante, laissant 2 volontaires sur le tas. Ils attendaient alors que le niveau de l'eau transforme leur amas de goémons en un radeau flottant. Puis commençait la partie la plus délicate, guider la drôme vers la côte en utilisant le sens du courant. Malheureusement, il arrivait que les cordes se détendent et libèrent le goémon, précipitant les hommes dans la mer. Aujourd'hui, la récolte des algues se pratique en mer avec des bateaux spécialement équipés. Le Guilvinec, un des 3 plus importants ports de pêche français. Lotte, merlu ou raie représentent les espèces les plus couramment pêchées, mais elles se font rares en période estivale, où ce sont plutôt les langoustines qui garnissent les chaluts. À peine débarqués, les poissons et crustacés partent à la criée où se retrouvent les professionnels. C'est là que se déterminent les cours grâce à un système d'enchères électroniques.
d'étranges forêts pétrifiées sur des dizaines d'hectares est le royaume de la moule de Bouchot. Les bouchots, ce sont ces pieux en bois de chêne enfoncés dans le sable. Ils servent de support au développement des moules. 2 hommes suffisent pour assurer le travail grâce à cette machine qui peut traiter 200 bouchots en une journée. Les moules récoltées sont âgées d'au moins 1 an, afin d'atteindre une taille suffisante pour la consommation. Dès que les bouchots ont été débarrassés de leurs occupants, les éleveurs profitent de la marée basse pour installer de nouveaux naissins. Il s'agit de jeunes moules, protégés par des filets en cas de tempête. Les moules se nourrissent de phytoplancton et de micro-organismes. Elles sont les proies des crabes, des poissons et des oiseaux de mer. Cancale. C'est l'huître qui a fait la renommée de ce petit port d'Ille-et-Vilaine. En 1545, les huîtres étaient déjà dégustées à la table du roi. Au XVIe siècle, 100 millions d'huîtres sauvages étaient draguées dans la baie. La ressource avait fini par s'épuiser, mais aujourd'hui, l'ostréiculture a pris la relève. La baie de Saint-Brieuc s'étend sur plus de 1000 hectares. Elle figure au 5e rang mondial pour l'amplitude de ses marées. La mer peut en effet se retirer à plus de 7 km. C'est un lieu idéal pour la pêche au coquillage. Une occasion à ne pas manquer pour ceux qui se plaisent à gratouiller le sable à l'aide d'un trident ou d'un petit râteau en quête de coques, de palourdes, d'huîtres ou de couteaux. Mais la pêche à pied est une activité réglementée. Tout d'abord pour une question de sécurité dans un milieu en perpétuel mouvement et pour protéger les coquillages en fonction du secteur et de leur taille. La Bretagne a su préserver ses traditions, tout en s'ouvrant sur le monde et en s'enrichissant de ses apports culturels, avec en prime un formidable sens de la fête. En Bretagne, la lumière joue des couleurs sur la mer et la lande. Elle fond les nuages dans l'écume des vagues. En musique, littérature, peinture, cette région demeure une muse éternelle. Après avoir effleuré les richesses inépuisables de la Bretagne, il n'est pas inutile de se laisser porter par ses légendes. Entre le granit et le jonc, cheminent les rêves et se profilent des sites mégalithiques uniques au monde. Ici, la marée décuple les mirages sur l'étendue des grèves. Seule l'immensité des flots et l'infini du ciel vous enveloppent. Rien ne limite le regard. Là où se termine la terre, débute le plus beau des voyages.